dans une république en Europe de l'Ouest au XXIe siècle, et donc, fort heureusement, nous avons tous le droit d'avoir une opinion. Ça ne vous étonnera pas si je vous dis que je ne partage pas votre opinion. Quant au fait que je n'ai pas de cœur, là aussi, c'est votre opinion. Chacun jugera ce qu'il en est réellement. Vous, par contre, vous avez le cœur à gauche. Ça, c'est inévitablement et incontestablement, vous avez le cœur à gauche. Il ne faut pas toucher aux associations des copains. Voilà. Les associations des copains, quand elles ont 450 000 € en banque, quand elles produisent pas les comptes, parce que dans la convention, il y a quand même l'obligation de produire les comptes. Si je ne m'abuse, ça fait 2 ans de suite et qu'il y a une vraie, bonne, mauvaise raison de pas fournir les comptes de l'association. Excusez-moi, mais quand une commune, quelle qu'elle soit, endettée ou pas d'ailleurs, verse 190 000 € par an, elle est à minima en droit d'avoir un regard sur les comptes aux dates précises. Le dépôt des comptes, c'est le même, la date de dépôt des comptes, c'est la même pour tout le monde chaque année. Ça ne change pas au gré du vent, au gré de la météo, au gré de la canicule ou pas canicule. Donc, je ne sais plus quel était le prétexte fallacieux qu'ils ont utilisé pour ne pas nous produire les comptes, mais ça fait la 2e année que ça se produit. Voilà. Alors, les associations, et Mosaïque en 16 en fait partie, elles ont des droits, mais elles ont aussi des obligations. L'obligation, c'est de fournir des comptes. Les comptes n'ont pas été fournis, on s'est aperçu avec les quelques éléments que nous avions, qui avait quand même 450 000 € en banque. La ville de Bagnols, sa capacité de désendettement, elle est allons-y. Voilà. Donc la ville de Bagnols n'est pas dans la même situation que Mosaïque en 16, et la ville de Bagnols, qui a d'autres associations dans son giron, des associations qui n'ont pas cette trésorerie, a fait le choix de privilégier les associations qui n'avaient pas cette situation financière, et les associations qui, elles, jouent le jeu, et quand arrive le moment de donner des comptes, eh bien, elles produisent les comptes. Voilà ce que je voulais vous dire, en vous disant qu'effectivement, je n'ai peut-être pas de cœur, mais je sais ce que c'est que la rigueur budgétaire, et croyez-moi, j'ai l'intention de continuer, à vos yeux, à ne pas avoir de cœur. Je vous remercie. Je voulais rajouter quelque chose. C'est factuel. Si la santé de la ville était à ce point florissante, comme vous le laissez entendre, pourquoi diable n'avez-vous pas mis de climatiseurs dans les écoles ? À moins que le sort des enfants ne vous intéresse pas. Mais c'est vrai que vous aviez d'autres priorités. Et j'y reviendrai dans le reste de la soirée, avec l'état dans lequel vous avez laissé les finances de la ville, ça va être très difficile de donner à nos enfants une école digne de ce nom. Nous ne devrions pas, aujourd'hui, en Europe de l'Ouest, au XXIe siècle, être obligés de fermer partiellement les écoles parce que les enfants ont trop chaud, les enfants et le personnel scolaire, et trop chaud l'été et froid l'hiver. Voilà le résultat d'années d'ignorance, d'années d'obscurantisme et finalement d'années de démantèlement d'une ville qui fonctionnait pourtant bien il y a 18 ans. Alors, excusez-moi, mais bon, si les finances étaient au plus mal, je pense que vous n'auriez pas recruté un directeur général des services en fin de carrière, vous n'auriez pas recruté un chargé de communication, vous n'auriez pas recruté un chef des bâtiments hors cadre statutaire et bien d'autres choses. Donc, voilà, moi, pour les écoles, chaque année, nous investissions sur les 6 dernières années entre 600 et 800 000 €. Vous pouvez reprendre tous les chiffres. Nous avons fait d'énormes travaux dans les écoles. Et avant, je vais vous dire, avant de poser les climatisations, il faut d'abord commencer par les isolations, chose qu'on a commencé assez l'instinct freiné. Il y a beaucoup de choses à faire. Et il faut toutes les toitures, isoler les toitures, etc., etc. Voilà. C'est bien joli de le faire en fin de mandat quand de nouvelles élections approchent. Parce que ça, ce genre de travail, et c'est un travail immense, c'est un travail
colossal qui doit porter sur les 4 groupes scolaires que nous avons. C'est en millions d'euros que ça se chiffre et c'est un travail pluriannuel. Il faut faire un plan pluriannuel de rénovation énergétique des écoles et de désimperméabilisation des cours d'école. Ça se fait pas à 6 mois, 1 an des prochaines élections et donc de la fin du mandat. Non, tout à fait. J'ai commencé en 2020. J'ai commencé à travailler sur les écoles, effectivement, parce que j'ai été adjointe à l'éducation. Le résultat n'est pas flagrant. Ah vous n'avez pas dû faire tout le tour des écoles. Hein. Allez voir à Célestin Freinet, allez voir à Jules Ferry, faites le tour, les WC. Il y a plein de choses qui ont été faites. Il y a plein de choses et il fait 35 dans les classes. C'est absolument fabuleux. Vous savez, à un certain moment, madame, je pense que la décence commande de ne pas commenter davantage ce genre de situation que vivent au quotidien nos écoliers et le personnel de l'éducation nationale. Oui, mais il n'y a pas qu'à Bagnols-sur-Cèze, malheureusement. Avec des « y a pas qu'à », on fait rien. Surtout, on ne regarde pas dans l'assiette du voisin. Bien, on va continuer par le... Monsieur Jacquel avait une question. Merci bien. Bonsoir à tout le monde. Donc, on va dire que oui, la dette est élevée, et non, la ville n'est pas en faillite quand même. Hein. Donc, les choix budgétaires de 2026 sont des choix politiques et non des fatalités comptables. Donc on a vu que c'était 8,16 ans pour le désendettement de la commune. Donc c'est élevé, mais ça reste maîtrisable. Donc beaucoup de villes françaises sont considérées comme en zone de vigilance à partir de 10 ans et 12 ans en état critique. Donc la situation impose de la rigueur, on est d'accord. Elle n'impose pas tout autant l'austérité sociale. Non à une rigueur qui s'exerce uniquement sur les associations, sur les familles, sur les jeunes et les publics fragiles. Donc pour rappeler un peu les chiffres, aujourd'hui on parle de 1 422 €. La mairie, l'ancienne municipalité qui a pris les commandes en 2008, la commune était endettée par habitant à 1 792 €. Voilà, donc c'est pour éviter d'alarmer tout le monde. Voilà. Donc, on donne des bons chiffres et puis on reste dans le contexte. Donc, ce qui a mené aussi à cette dette, je tiens à le rappeler, puisque je suis élu depuis 3 ans, quand je suis arrivé en 2023 quand même, il faut savoir que Madame le maire, elle n'était pas souvent là puisqu'elle a fait le choix de la chaise vide, mais elle a quand même participé au vote à chaque fois de la passerelle. Donc aussi 2 adjoints qui sont aussi présents ici, qui étaient conseillers. Donc ils ont quand même voté à l'unanimité à chaque fois pour la passerelle. Donc tout ce qui est l'expropriation, l'achat des terres, les travaux, les subventions. Pareil pour la piscine couverte qui a voulu être arrêtée. Tout a été voté à l'unanimité. Et aussi à Vigan-Braquet. Donc ces chiffres qui sont des chiffres, mais il ne faut pas alarmer les gens. Et surtout, il faut se responsabiliser, se dire oui, on a quand même contribué à cet argent-là. Voilà, ça sera ma réflexion de ce soir. Alors, en réponse à cette réflexion profonde, je dirais, me concernant, puisque vous indiquez que j'ai fait le choix de la politique de la chaise vide. Alors, je réponds, mieux vaut faire le choix de la politique de la chaise vide plutôt que de ne servir à rien et de servir de caution morale à la précédente municipalité. Bon, deuxièmement, c'est pas le choix de la politique de la chaise vide, monsieur Jacquel. Visiblement, vous ne regardez pas les informations et vous n'êtes pas au fait de ce qui se passe dans votre commune, ni même sur le territoire national. Je vous rappelle que j'étais députée de la Nation, que j'étais même vice-présidente de la Commission des lois et qu'à ce titre, j'avais un emploi du temps quand même quelque peu chargé. Et ce d'autant que la Commission des lois, je vous l'apprends très certainement, siège normalement le mardi, le mercredi et le jeudi, et à titre exceptionnel, c'est-à-dire sur les 2 dernières années, quasiment tout le temps, du lundi au vendredi et parfois le samedi et le dimanche. Je n'ai pas de jet privé pour venir assister au conseil municipal, monsieur Jacquel. Croyez bien, je le déplore, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Voilà, si
Vous êtes en train de dire que j'ai fait le choix de la chaise vide. Non, il suffit de voir d'ailleurs le vote de nos concitoyens aux dernières élections municipales qui, eux, sont parfaitement au fait de la situation et ne m'ont pas tenu rigueur du fait que je n'assistais pas aux conseils municipaux. J'ai d'ailleurs indiqué pourquoi je n'assistais pas aux conseils municipaux depuis plusieurs années, même avant même d'être député. C'est simplement que s'agissant d'une assemblée où la démocratie n'était pas totalement respectée, j'avais fait le choix non pas de servir de caution en étant présent et en faisant une petite capsule vidéo comme vous le faites bien souvent, postée sur les réseaux sociaux, mais j'avais fait le choix de la responsabilité, c'est-à-dire d'écrire à la préfecture pour dire tout ce qui n'allait pas, à la fois à l'agglo et au conseil municipal, et j'avais fait le choix de poursuivre mon mandat de député à fond et jusqu'au bout. Je vous remercie. Et quoi que certains de l'ancienne municipalité en pensent, nous héritons d'une situation financière critique. Je pèse mes mots, une situation financière critique. Et quand j'entends tout à l'heure Madame Mussiot et Monsieur Jacquel qui font alliance sur ce sujet, c'est étonnant, mais pourquoi pas, dire que la situation n'est pas dégradée, pas détériorée, pas tant que ça. Moi, j'ai présent à l'esprit les mots de Monsieur le Préfet. J'ai présent à l'esprit les mots de Madame la directrice des finances publiques du Gard à l'occasion de la réunion que Monsieur le Préfet a organisée suite aux élections du mois de mars dernier pour les élections municipales. Le premier mot de ces deux hauts personnages a été de me dire « Nous attirons votre attention sur l'état délétère des finances de la ville ». Alors si pour le préfet et si pour la directrice de l'administration des finances publiques du Gard, les finances de la ville de Bagnols sont dans un état délétère, permettez-moi de me fier à leur analyse plutôt qu'à la vôtre, à vous qui avez mis la ville dans cet état de finances délétère. Pour ce qui nous concerne, dans la mesure où nous héritons de cette situation, conséquence d'une très mauvaise gestion menée par la précédente municipalité, je me plais à le dire et je le répéterai encore et encore, et face à cet état des lieux extrêmement préoccupant, nous avons choisi la transparence et la responsabilité. C'est peut-être deux mots nouveaux pour certains, mais il est bon de les prononcer, je pense qu'il est bon aussi pour certains de les entendre. Le diagnostic de la situation financière, il est fait. Je pense que nous aurons l'occasion tout au long de cette année d'y revenir. Et surtout, nous héritons d'une situation que je compare finalement à une pyramide de Ponzi. C'est vrai que la pyramide de Ponzi se caractérise par des personnes qui investissent en ayant l'espoir de faire des rendements élevés et surtout en faisant des placements dits sans risque. Mais au final, ils finissent ruinés. Ruinés, pourquoi ? Parce que c'est les derniers investisseurs qui paient, au final, l'addition, et également les avant-derniers, puis les avant-avant-derniers. Et à Bagnols, c'est ce qui s'est passé avec le nombre d'emprunts inconsidérés qui ont été faits ces dernières années, et notamment l'année 2025 et particulièrement en fin d'année, au mois de décembre 2025. Des emprunts pour couvrir des emprunts, pour couvrir des emprunts, pour couvrir des emprunts. Voilà pourquoi je parlais de pyramide de Ponzi. J'espère que nous ne nous écroulerons pas et nous allons tout faire pour ne pas nous écrouler. Mais encore une fois, la tâche est difficile. Alors, au regard de cette situation, vous le comprendrez et vous le comprenez vous-même dans votre budget du quotidien, dans votre budget de votre vie civile. Quand il y a plus de dépenses que de rentrées, il faut réduire la voilure. On a connu ça au moment du Covid. Certains commerçants, certains artisans, entrepreneurs, professionnels libéraux, nous avons été confrontés de plein fouet à cette situation. Et pour autant que je sache, beaucoup d'entre nous ont réduit la voilure en réduisant leurs dépenses. Eh bien, à la ville de Bagnols, on n'a pas réduit les dépenses, on a choisi de continuer à mener un grand train de vie et donc de payer les dettes
par des impôts, des impôts et des impôts. Donc quand on en arrive à cette situation, quand on hérite de cette situation et qu'on n'a pas tout à fait le même regard sur les choses à faire, eh bien on fait des économies. Quel mot grossier. Des économies. Et oui, il va falloir s'y habituer. Alors c'est pas des économies sur tout le monde, c'est pas des économies sur le monde associatif, c'est pas des économies sur entre guillemets les petits, comme Monsieur Jacquel vient de le dire. C'est des économies de façon globale, des économies de façon générale et des économies dans certains domaines qui ne mettent pas, et j'insiste là-dessus, de côté les projets que nous avons portés sur notre liste et les projets pour lesquels une grande partie d'entre vous nous ont élus. J'entends par là les écoles. Alors vous allez me dire, les écoles, elle n'a que ce mot-là à la bouche. Enfin, quand on voit l'état de nos écoles, quand on voit la situation que je viens de décrire, et je ne vais pas y revenir, quand on voit que effectivement on n'a pas d'autre solution que de fermer des écoles, on se dit quand même il va peut-être falloir agir là-dessus. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va coûter des millions d'euros, mais il va falloir le faire. Parce que si on dit « Oh là là, ça coûte cher, je fais rien », encore une fois, dans 20 ans, nos enfants seront toujours dans la même situation, et ça, nous ne le voulons pas. Alors, évidemment, nous avons arrêté certains projets. En particulier, je parle de celui-ci en particulier parce que ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et ça a beaucoup été repris, parfois à tort, dans la presse. C'est le cinéma que nous aimons tous, dans lequel beaucoup d'entre nous ont été pendant longtemps voir des films. Ce cinéma avec sa façade si reconnaissable, mais c'est un cinéma qui est hors de prix pour bagnole. Le cinéma, grosso modo, frais d'acte compris, il y en avait pour 850 000 euros. Je parle de l'achat des murs, uniquement. Le repreneur de ce cinéma n'a jamais caché sa volonté de partir de cet endroit pour aller construire, ou si la ville avait l'idée de construire un multiplex dans le projet de rénovation des Escanaux, il a toujours dit qu'à terme, et même à très court terme, il comptait partir. Donc si nous avions fait cette opération d'achat à 850 000 euros, nous nous serions retrouvés dans très peu de temps avec un bâtiment sans locataire commercial. Qui va payer le remboursement de l'emprunt ? C'est nous tous, s'il n'y a pas de loyer pour compenser cette dépense. J'ajoute à cela que on aurait pu penser qu'on puisse faire des travaux dans ce bâtiment qui est, encore une fois, ce sont des locaux monovolants. C'est un bâtiment qui a toujours eu pour vocation d'être une salle de cinéma, donc il y a plusieurs salles dedans. C'est difficilement agençable. Si on veut l'agencer pour faire autre chose, ça veut dire d'autres travaux. Jeter encore 400, 500, voire 600 000 euros pour, au final, avoir un bâtiment exploitable, certes, pour une activité de loisirs, une activité commerciale autre que le cinéma, mais sans parking. Et vous savez tous très bien qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de parking à proximité, il n'y a pas d'activité. Nos concitoyens veulent aller au plus près. Donc, résultat des courses, la ville aurait dépensé à peu près entre 1,2 million et 1,5 million pour avoir un bâtiment sans parking. Un bâtiment vide. Est-ce que réellement une ville comme Bagnoles, avec l'état d'endettement qui est le sien actuellement, et une population dont plus de la moitié vit en dessous du seuil de pauvreté, peut se permettre ce genre de dépenses ? Eh bien, en notre âme et conscience, nous avons estimé que non, qu'il y avait d'autres dépenses qui étaient davantage prioritaires, et voilà pourquoi nous avons décidé de ne pas donner suite à ce projet d'achat des murs du cinéma. Autre élément, et non des moindres, la passerelle. La passerelle sur la 16, je précise. Ne me dites pas que c'est Carmignan, non, la passerelle sur la 16. La passerelle sur la 16, que n'a-t-on entendu pendant la campagne ? C'est formidable, elle est nécessaire, il en faut une, ça va désengorger la circulation sur Bagnoles, que nenni. Les vélos, les piétons, accessoirement les trottinettes, peut-être les scooters y passeront, mais c'est tout, ça ne désengorgera pas. Ça ne désengorgera pas le pont de 16. Cette passerelle, on
On nous a vendu l'idée pendant la campagne électorale qu'elle ne coûterait que aux contribuables 400 000 euros. C'est déjà beaucoup vu l'état d'endettement de Bagnoles. Mais on nous a menti. J'ai eu une réunion de chantier il y a une quinzaine de jours et on m'a sorti les chiffres. Alors, état arrêté il y a 15 jours, ça va coûter aux contribuables bagnolais 1 579 000 euros hors taxe. Vous rajoutez la TVA là-dessus, voilà ce que nous allons tous payer pour faire passer quelques piétons, accessoirement quelques vélos, sur la passerelle et garder notre pont de 16 totalement encombré. Est-ce que ça, vraiment, c'était utile à Bagnoles? Je pense que non, sauf que là c'était trop tard, le marché était signé, les travaux bien engagés. Et donc, j'ai le grand déplaisir de vous indiquer que nous allons tous payer 1 579 000 euros hors taxe, en espérant que l'addition ne soit pas davantage salée. C'est ça, une bonne gestion de la commune, certainement. Une bonne gestion des deniers publics. Ensuite, il nous a été reproché de nous attaquer, au regard de la couleur de mon parti politique, à la culture. Nous nous attaquerions à la culture parce que nous n'avons pas signé des contrats de spectacle pour le programme 2027. C'est faux, c'est faux. Donc ça, on peut dire que c'est une fake news. Au regard, encore une fois, de l'état des finances, quand nous avons eu accès au programme de la pyramide pour l'année, la saison 2026-2027, il y a des spectacles qui étaient déjà signés, sur lesquels on ne peut pas revenir, et il y a des spectacles qui étaient juste proposés. Des spectacles qui étaient extrêmement onéreux, et encore une fois, au regard du côté onéreux de ces spectacles et au regard des rentrées attendues, la pyramide, je vous rappelle, c'est 500 places assises. On ne fait pas rentrer une personne de plus, il n'y a pas une entrée payante de plus. Nous avons effectivement estimé que 9 spectacles qui n'étaient pas signés, eh bien, il n'était pas nécessaire de les signer, histoire de ne pas augmenter l'addition que nous tous, encore une fois, allons devoir payer. Le coût total de ces 9 spectacles, juste ces 9 spectacles, aurait été pour la ville de 172 735 euros. Oui, c'est ça. Pour une rentrée espérée au mieux. Si tout va bien, nous aurions touché 116 000 euros, ce qui fait un léger petit déficit prévisionnel de 56 735 euros. Voilà pourquoi, comme ça représente près de 34% du coût total de l'opération, alors sans compter sur la mobilisation du personnel, sans compter sur les cachets des intervenants extérieurs, les intermittents du spectacle et autres, les régisseurs du son, de lumière et autres, ça gonfle toujours l'addition, c'est nécessaire, mais ça fait gonfler l'addition. Nous avons estimé que c'était pas une dépense effectivement nécessaire, ce qui... En conscience et en raison purement comptable, ce qui a fait dire à certains que nous nous attaquions à la culture. C'est curieux comme raisonnement. Important aussi de noter que pour les spectacles et concerts prévus cet été au Mont-Coton, je le répète, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je le répète, nous avons les spectacles payants. Ceux-là, nous les avons trouvés à notre arrivée, donc on n'a pas pu effectivement faire quoi que ce soit. Nous avons le spectacle de Ben Mazué pour 163 752 euros pour 2 heures. Le coût horaire est intéressant. Recettes escomptées, 51 500 euros. Je vous laisse faire l'addition du gouffre que nous allons tous devoir payer. C'est signé, que ça ait lieu ou pas, on va payer. Hit, années 80-90, dépenses hors assurance, parce que Ben Mazué, il y a un peu plus de 5 000 euros d'assurance à rajouter. Pour les 2 autres spectacles, c'est à peu près un peu plus de 2 000 euros d'assurance. Mais hors assurance, hit 80-90, dépenses 94 000 euros, recettes escomptées, encore une fois, si tout va bien, s'il pleut pas, si tout se passe bien, 16 500 euros. Là aussi, faites l'addition. Ou plutôt la soustraction. Hélène Ségara, 65 097 euros de dépenses hors assurance, recettes escomptées 26 000 euros. Donc 3 spectacles, 3 déficits et non des moindres, puisque nous avons le premier spectacle qui est déficitaire à hauteur de 68,55%,
Le second qui est déficitaire, je ne sais pas si ça s'affiche, c'est ça, à hauteur de, j'en ai perdu le fil tellement le chiffre est énorme, 82,44% de déficit sur le second spectacle. Et le troisième, très modestement, déficitaire de 60,59%. Je vous laisse faire l'addition de tout ceci. Et là, on est sur juste 3 spectacles. Alors, j'ai toujours dit que j'acceptais, c'est pas une idée incongrue, hein, mais j'accepte tout à fait que l'on perde de l'argent sur la culture. Mais entre perdre de l'argent sur la culture, parce qu'il y a des spectacles gratuits pour les enfants, pour les personnes âgées, pour des spectacles sur lesquels on sait qu'on ne fera pas de bénéfices, tout ça est intégré. Mais entre ça et avoir des pertes abyssales, il y a quand même une marge. Et ça me paraît, moi, relever simplement du bon sens que de ne pas accepter des spectacles complètement onéreux. J'ai rien contre les artistes en question, hein, mais c'est le coût financier qui est énorme. Eh bien, ce bon sens-là, me semble-t-il, n'a pas été reçu par tout le monde, puisque si vous lisez certains rageurs sur les réseaux sociaux, ou certaines publications dans les médias, eh bien, je passe et nous passons effectivement pour les méchants qui veulent absolument s'attaquer au monde de la culture. Voilà, je vous laisse juger de ce qu'il en est réellement de la situation. Et je tenais, même si c'est un peu long, à faire cette mise au point devant vous, parce qu'il ne faut pas toujours croire ce qui est écrit dans les médias et ce qui est publié sur les réseaux sociaux. Il faut aller à l'information, il faut regarder les chiffres et vous faire vous-même votre propre opinion. Voilà, je ne vous demande pas votre avis, je vous demande juste de vous faire vous-même votre propre opinion. Alors, quelles sont les actions concrètes que nous avons menées, que nous allons continuer à mener, puisqu'effectivement, nous ne nous attaquons pas à la culture, nous ne nous attaquons pas aux associations, ça va être évoqué dans quelques instants. Nous mettons simplement en œuvre des économies sur le budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement, en ajustant les dépenses des services au plus près des besoins réels et pas comme la passerelle sur la 16, sans remettre en cause la qualité du service rendu aux habitants, parce que ça c'est fondamental et ça restera notre boussole. Et rapidement, en remettant un petit peu d'ordre dans la gestion municipale, en ce tout début de mandat, hein, nous débutons à peine, nous avons quand même réussi à réaliser un certain nombre d'économies et surtout à éviter une foultitude de dépenses, hein, c'est pas mal. Même si on fait pas d'économie, d'économie, éviter de faire des dépenses, c'est bien aussi. Là, on a réussi à faire les deux. Un exemple, là aussi décrié sur les réseaux sociaux et dans la presse. Bagnoles-Plage. Un festival, si j'ose dire. Ça existe depuis 2022, une convention en 2022, je vous fais le résumé. Pour la ville, 7 500 € de recettes. Et dans la convention de 2022, l'eau était à la charge de la ville, tous les fluides étaient à la charge de la ville, hein, l'électricité, la pompe de relevage. Ça coûte très cher, ça coûte au final beaucoup plus de 7 500 € de recettes. Moi, en soi, ça me choque pas, ça ne me choquerait pas si c'était pas un établissement privé qui était derrière tout ça. C'est un établissement commercial, c'est une société commerciale, c'est pas une association, c'est une société commerciale. Sauf erreur de ma part, une commune, une collectivité n'a pas à financer le fonctionnement d'une boîte privée. Mais bon, c'est ma conception. En 2023 et 2024, je cherche encore la convention. Il n'y a pas eu de convention. Il n'y a pas eu de recette. Hein. On aurait pu penser qu'on restait sur la recette de 2022, c'est-à-dire 7 500 € de redevance. Hein. Que nenni, rien. Donc la ville a, pour une raison que j'ai du mal à m'expliquer, ou que je m'explique, mais c'est vrai que j'ai mauvais esprit, la ville n'a pas perçu les, à minima, 7 500 € x 2, soit 15 000 € si je compte bien, auxquels elle avait droit.
Mais la ville, non seulement n'a pas encaissé d'argent, mais elle en a beaucoup payé. Elle en a beaucoup payé puisqu'elle a toujours continué, bien qu'il n'y ait pas de convention, à payer l'eau, l'électricité, la pompe de relevage et je ne sais trop quoi encore. C'est-à-dire, chaque année, une dépense supplémentaire. Outre le fait que les 7 500 ne rentrent pas, il y a une dépense de entre 20 et 30 000 euros par saison. Voilà ce que nous tous avons payé. Eh bien, lorsque nous avons eu connaissance de tout ceci, j'étais pas fan du concept bagnole-plage à titre personnel, parce que j'estime qu'il met de côté un certain nombre de nos concitoyens bagnolés qui n'ont pas forcément les moyens d'aller là-bas, mais qui, parce que je viens de vous indiquer, ont quand même participé au financement de ces festivités, de ces réjouissances. Mais les négociations avec la précédente municipalité étant bien entamées, j'ai exigé qu'il y ait une convention écrite cette fois pour 2026. J'ai exigé la redevance de 7 500 euros et j'ai aussi exigé les redevances des années 2023, le paiement des redevances des années 2023 et 2024. Quand même, ça me paraît un minimum. Pour l'eau, l'électricité et les autres dépenses, c'était compliqué de demander quoi que ce soit. Juridiquement parlant, c'était impossible. Il nous aurait fallu aller au tribunal, dépenser encore de l'argent pour un résultat un peu illusoire. Et j'ai également exigé dans la convention que l'eau, l'électricité, pompe de relevage et autres dépenses soient à la charge de la société Festabox je crois que c'est ça, qui exploite sous l'enseigne Bagnole Plage. Malgré ce, j'ai pu lire dans les journaux, et il a été porté aussi à ma connaissance, que les dirigeants de Bagnole Plage trouvaient à redire sur l'aide de la municipalité, aide qu'ils trouvaient maigre, voire absente. Alors je pense que la ville de Bagnole a beaucoup fait pour Bagnole Plage, au regard de ce que je vous ai indiqué dans les années précédentes, et que maintenant, eh bien, c'est fini. La redevance, il faut la payer, et l'eau, l'électricité et autres, c'est à cette société de les payer. La ville a été assez généreuse. Dans le même ordre d'idées, nous avons également fait économiser à la ville une dépense d'à peu près 15 000 euros par an, parce que à notre arrivée, nous avons découvert que il y avait des bornes de recharge aux ombrières, de recharge électrique, des parkings des ombrières, qui étaient totalement gratuites. Alors, je n'aime pas le mot gratuit, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui paie. Quand c'est gratuit pour un utilisateur, c'est payant pour tout le reste de la collectivité, c'est-à-dire vous et moi. Et donc, c'est ça, c'était à peu près 15 000 euros par an. Donc, j'ai fait désactiver ces bornes, et elles seront remplacées prochainement par des bornes payantes. Il n'y a pas de raison, puisque la commune n'offre pas de carburant, n'a pas les moyens d'offrir du carburant aux propriétaires de véhicules thermiques. Il n'y a pas de raison que les propriétaires de véhicules électriques, qu'ils soient bagnolés ou pas, parce que si vous alliez là, il n'y avait pas que des gens qui vivent à Bagnole qui bénéficiaient de cette grande largesse de la municipalité. Donc c'est terminé, et par ce biais, la ville économisera à peu près 15 000 euros par an, et nous ferons rentrer des recettes par ces fameuses bornes de recharge électrique. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce petit rappel de la situation qui va vous permettre de vous faire une idée sur le sort des subventions qui vont être votées ce soir, mais en ayant encore une fois non pas une vision à l'esprit de mon Dieu, les affreux, ils arrivent, ils vont s'attaquer à tout, à la culture, aux pauvres gens, aux associations, mais en ayant présent à l'esprit ce que je viens de vous dire sur la réalité factuelle de la situation à Bagnole. Dites que l'aire de camping-car de Bagnole est actuellement dans un état pour le moins déplorable. Mais s'il n'y avait que ça, qui soit dans un état particulièrement et hautement déplorable à Bagnole, j'en reviens toujours à mon exemple des écoles. Elles sont dans l'état où je les ai connues quand j'étais enfant, quand j'étais au primaire. Et j'aurais compris votre question, voyez-vous, sur les écoles, au moment de la canicule, en ce moment précis, sur l'état déplorable de nos écoles. Mais non.
Votre question sur l'état déplorable, c'est pour les camping-cars. Alors, à chacun ses priorités. Vous, les camping-cars de passage, moi, les écoles, la santé de nos enfants, la santé de toute la communauté éducative. Vraiment, à chacun ses priorités. Alors, pour vous répondre sur votre question, bien que je sois interloqué par ce que vous semblez prioriser, je vous dirais que oui, c'est pas digne d'accueillir des camping-caristes sur cette aire, mais l'état des finances, encore une fois, ne permet pas de faire mieux. Sinon, on le ferait. C'est bon, effectivement, pour l'attractivité touristique. Et peut-être que nous ferons, le moment voulu, une aire qui comportera plus de camping-cars. Sauf de ma part, il n'y en a quand même pas beaucoup qui sont en capacité de stationner pour les candidats qui voudraient venir stationner avec leur camping-car sur l'aire en question. Mais encore une fois, Monsieur Gagliardone, à chacun ses priorités. Vraiment. Moi, c'est les écoles. Merci. Alors, j'avais demandé dès le début du mandat la sécurisation de la voie ferrée à Basine, au quartier là-haut, au niveau du logis Sevenol. Malgré cette alerte, aucune amélioration visible ne semble avoir été réalisée à ce jour. Pouvez-vous expliquer les raisons de cette absence d'avancement sur un sujet qui révèle de la sécurité publique ? La municipalité compte-t-elle enfin intervenir ou saisir les partenaires compétents afin que des mesures concrètes soient prises avant qu'un accident ne survienne ? Parce que les enfants, ils peuvent mourir noyés, mais ils peuvent mourir aussi écrasés par le train. Voilà, merci. Alors, si nous parlons bien du même endroit, Monsieur Jacquel, il me semble que la question est ancienne et j'ose espérer que vous l'avez posée à l'équipe précédente, parce que, sauf erreur de ma part, et vous m'arrêtez si je me trompe, il s'agit des petites maisons qui ont été construites sur l'ancienne décharge, donc sur un terrain totalement pollué, en bordure de la SNCF, et c'est une construction qui doit dater des années 2020-2021. C'est bien que vous vous adressiez à nous pour ça, mais vous avez eu de très nombreuses années pour le faire et pour poser la question, à la précédente municipalité et deux, à l'AGLO, qui était aussi porteur du projet, puisque le président Ray, si je ne m'abuse, a fait l'inauguration de ces petites maisons en 2022. Avez-vous posé la question, l'agglomération du Gard rhodanien, sous l'ancienne mandature du président Ray et plus récemment sous la mandature du président Serre? C'est peut-être aussi à eux qu'il faut poser la question. Il ne vous échappera pas d'abord que construire des maisons sur une ancienne décharge, faut avoir l'idée quand même, quelque part. Même si on nous dit que ça a été dépollué, personnellement, je désapprouve totalement cette idée. On met pas des gens sur des décharges. Mais bon. Si c'est bien de cet endroit qu'on parle. Et deuxièmement, c'est une question qui concerne la SNCF, puisque les maisons en question sont en bordure de SNCF. Et le bailleur qui est logis Sevenol. Alors, vous adressez à la municipalité, c'est bien. Moi, j'ai eu un entretien tout à fait pour autre chose avec la SNCF, qui est quand même, puisque c'est le danger que vous visez, que les enfants ne se fassent pas écraser ou autres ne se fassent pas écraser par un train, c'est bien. Moi, je commence par dire qu'il aurait peut-être pas fallu mettre de construction à cet endroit-là. C'est surtout sur une décharge. Et deuxièmement, il faut aussi s'adresser aux bailleurs, puisqu'il y a des bailleurs, et ça ne vous échappera pas, qui ne répondent jamais aux interrogations, et j'en sais quelque chose, dans le cadre de mon discours, ou plutôt de mes sollicitations diverses et variées envers Habitat du Gard, qui ne répond jamais. D'accord ? Donc, je ne sais pas si mes prédécesseurs ont fait un courrier à Logis Sevenol, je ne sais pas si l'agglo du Gard rhodanien a fait un courrier un temps à Logis Sevenol. À titre personnel, je vais le faire, il n'y a pas de difficulté, j'ai tenté de les joindre, je vais le faire. Mais encore une fois, c'est bien joli de venir, des années après, nous dire est-ce que la mairie peut faire ça ? D'abord, c'est pas forcément le rôle de la mairie à ce niveau-là, on n'est pas bailleur, la mairie n'est pas le bailleur.
Et s'il y a certainement des choses à faire pour assurer la sécurité, ça sera au bailleur de le faire ou à la SNCF. Si vous avez le pouvoir de persuader la SNCF de faire quelques travaux que ce soit dont elle estime qu'elle n'a pas à les réaliser, bon courage. Mais j'aurais aimé vous entendre sur ces sujets auprès à la fois de mes prédécesseurs, mais surtout de l'agglo du Gard rhodanien ancienne et actuelle. C'est vrai qu'on n'a rien à faire de nos journées, monsieur Jacquel, mais rien. Je passe en moyenne 14 heures par jour à la mairie, week-end compris, d'accord ? Alors, je vais essayer, sur cet emploi du temps un peu chargé, de trouver le temps de répondre aux sollicitations que gentiment vous m'indiquez. Voilà, monsieur Jacquel, je pense que vous ne connaissez rien de la fonction de maire. Mais il faut déléguer. Voilà, un maire délègue. Sinon, il y a 9 je pense que mes adjoints sont ravis de constater que vous considérez qu'ils ne font rien. Monsieur Jacquel, là encore une fois, vous méconnaissez. Si, parce que quand vous dites qu'il faut déléguer, je suis désolée, mais mes adjoints travaillent autant que moi, monsieur Jacquel. Mais on a tous des emplois du temps chargés, et qui plus est parmi mes adjoints, qui sont en permanence ici, il y a encore des gens qui sont en activité totale. Voilà. Donc, peut-être entre 2 et 3 heures du matin, il y a un créneau. Alors, la patience, c'est la meilleure des vertus, monsieur Jacquel. Il ne vous échappera pas qu'on est là depuis peu, qu'on a eu, mais si, je pense que ça vous échappe, qu'on a eu un tas de choses à régler, toutes plus urgentes d'ailleurs les unes que les autres, et que l'audit financier a été signé il y a moins de 15 jours, je vous donne le montant, 10 661,20 €. Pour cela, vous devez savoir incontestablement, et je pense que vous le savez, qu'il faut 3 devis pour pouvoir passer ce marché, et qu'il est difficile d'obtenir certains devis quand on a la couleur politique qui est la mienne. Vous vous heurtez à ce que certains vous répondent qu'ils n'ont pas convenance à travailler avec vous. Donc ça prend quand même du temps, toutes ces petites démarches, pour avoir 3 devis. Ça a été fait, c'est signé, l'audit est lancé. Je pense que nous aurons les premières conclusions dans le courant de l'été, peut-être, et qu'on pourra faire un retour à la fin de l'été. Et je le dis et je le répète, je l'ai toujours annoncé, il y aura, évidemment les élus seront au courant, mais il y aura une réunion publique à la suite de la réception des conclusions de cet audit, puisque, encore une fois, nous sommes dans la totale transparence, et quoi que puisse contenir cet audit, la population aura un retour sur ses conclusions.